Savez-vous comment protéger efficacement votre réseau contre les cyberattaques? Dans ce cours, nous allons explorer les rôles essentiels des pare-feux et des systèmes de prévention des intrusions, plus connus sous leur petit nom de IPS. Nous allons aussi voir comment ces dispositifs fonctionnent pour sécuriser votre réseau, quelles sont leurs différences et comment ils peuvent être déployés pour offrir une protection optimale. Dans ce cours, nous allons examiner les rôles de deux différents types d'appareils réseau. Le pare-feu, qui se fait appeler firewall en anglais, et l'IPS, qui est un système de prévention des intrusions. Ces deux appareils fonctionnent pour sécuriser les réseaux, mais avec des objectifs et des approches légèrement différentes. Nous allons donc examiner la principale fonctionnalité des pare-feux et des IPS. Traditionnellement, un pare-feu se trouve sur le chemin de paquets IP afin qu'il puisse choisir les paquets à rejeter ou à autoriser. Ce qui signifie que le pare-feu protège le réseau contre divers problèmes en autorisant que le trafic légitime à entrer et sortir du réseau. En fait, dans le fond, un firewall fonctionne comme un routeur configuré avec des ACL, sauf qu'en plus d'effectuer la fonction de filtrage de paquets, il aura de nombreuses autres options possibles basées sur la sécurité. Le schéma nous montre une conception réseau qui utilise un pare-feu physique. Dans l'exemple, il s'agit d'un appareil Cisco ASA qui est connecté directement à un routeur et ce routeur est connecté à Internet. Dans cette config, tout le trafic d'entreprise à destination ou en provenance d'Internet passerait obligatoirement par le pare-feu. Et c'est lui qui choisit le type de paquet à laisser passer en fonction de ses propres règles. Alors même si le pare-feu fonctionne comme un routeur au niveau du filtrage de paquets, il a tout de même des fonctionnalités de sécurité bien plus évoluées qu'un routeur traditionnel. Nous allons maintenant détailler les principales fonctions qu'un firewall utilise pour choisir s'il doit autoriser ou non un paquet. Comme pour les ACL, sur un routeur, le firewall fait correspondre les adresses IP source et de destination. Il peut aussi, comme les routeurs, identifier les applications en faisant correspondre les ports TCP et UDP. Contrairement à un routeur, le firewall peut surveiller les flux de la couche application pour savoir quels ports TCP et UDP sont utilisés. Il est aussi capable d'examiner une adresse web pour décider d'autoriser ou de refuser le téléchargement de la page web. Et il est capable de conserver toutes les informations sur chaque paquet qui ont transité et de ce fait pourra prendre de futures décisions sur le filtrage des paquets en fonction de l'historique. C'est ce qu'on appelle de l'inspection avec état, ou bien un pare-feu avec état. La principale différence entre les ACL d'un routeur et un pare-feu, c'est que ce dernier est capable de prévenir une variété d'attaques grâce à son filtrage de sécurité. Il est important de confier la sécurité à un firewall plutôt qu'à un routeur, pour que ce dernier puisse se concentrer uniquement sur le routage de paquets. De plus, le routeur ne peut pas prendre le temps de garder un historique de filtrage pour modifier ses prochaines décisions. Tandis que le pare-feu se focus principalement sur la sécurité du réseau et permet d'enregistrer toutes les infos sur les paquets qui ont transité, ce qui lui permet de modifier ses futures décisions de filtrage. L'avantage de ce type de filtrage avec état, c'est que par exemple, si une personne malveillante utilise une simple attaque par déni de service sur un serveur web en envoyant de nombreuses demandes de connexion TCP, eh bien le pare-feu avec état, en s'aidant de son propre historique, pourrait alors commencer à filtrer ce type de paquet, ce qui permettra au serveur web de survivre à l'attaque. Un pare-feu dynamique peut suivre le nombre de connexions TCP par seconde, c'est-à-dire qu'il enregistre des informations d'état basées sur des paquets antérieurs, y compris le nombre de demandes de connexion TCP de chaque IP cliente à chaque adresse serveur. C'est pourquoi lors d'une attaque par déni de service, il est en mesure de remarquer un grand nombre de connexions TCP,
vérifier ces informations d'état et de filtrer les paquets trop répétitifs. Tandis qu'un pare-feu sans état ou bien un routeur avec des ACL n'aurait aucun historique pour se rendre compte qu'une attaque par déni de service se produit. Les firewalls filtrent non seulement les paquets, mais font également très attention à l'hôte qui initie les communications. Ils utilisent une logique qui considère l'hôte en observant ses segments TCP. Par exemple, sur le schéma, pour que les PC des utilisateurs de gauche puissent accéder au serveur web se trouvant derrière Internet, il faut ouvrir une route. Le problème, c'est que l'entreprise ne souhaite pas que des utilisateurs qui se trouvent sur le réseau du serveur web puissent accéder par exemple à leur serveur de paye. C'est là qu'intervient le pare-feu, car il utilise un concept en forme de zone, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui définissent quel hôte peut initier des connexions d'une zone à une autre. L'avantage de segmenter en plusieurs zones, c'est que le pare-feu peut placer plusieurs de ses interfaces dans une même zone dans le but de récupérer les règles de sécurité de la zone. Sur le schéma, la zone intérieure, qui est celle de l'entreprise, est considérée comme étant dans une zone distincte par rapport aux interfaces connectées vers Internet. Par exemple, on pourrait placer une règle sur le firewall qui autoriserait les hôtes de la zone intérieure à établir des connexions avec les hôtes de la zone extérieure sur un ensemble de ports spécifiques comme le port 80 pour le HTTP. Juste avec cette règle, les utilisateurs de gauche peuvent démarrer des sessions avec le serveur web situé sur Internet. Et comme les pare-feux interdisent généralement tout le trafic, hormis celui de ses propres règles, eh bien les utilisateurs d'un autre réseau ne pourraient pas établir de session sur le réseau de l'entreprise. La plupart des entreprises disposent donc d'une zone intérieure et extérieure. Elles peuvent aussi avoir une troisième zone qui se nomme la zone DMZ. Il s'agit d'une zone de sécurité du pare-feu utilisée pour placer des serveurs qui doivent être disponibles par des utilisateurs de l'Internet. Sur le schéma, on voit la zone DMZ qui contient 2 serveurs web connectés directement au pare-feu. Le pare-feu devra donc avoir une règle qui permet aux utilisateurs de la zone extérieure d'établir des connexions avec les serveurs web de l'entreprise dans la DMZ. Le fait de séparer les serveurs web dans la DMZ, cela permet à l'entreprise d'empêcher les utilisateurs d'Internet d'accéder aux périphériques de la zone intérieure. Ils se trouvent donc isolés de toute attaque. Traditionnellement, un pare-feu fonctionne avec un ensemble de règles configurées par l'admin réseau. Un système de prévention des intrusions, un IPS, filtre aussi les paquets, mais il prend en plus des décisions basées sur une logique différente. L'IPS télécharge d'abord une base de données qui provient du fournisseur, un peu comme le ferait un antivirus. Cette base de données contient un ensemble de signatures d'exploitation, ce qui lui permet d'analyser les paquets plus en profondeur avec les dernières sécurités du jour. Contrairement au firewall, où c'est l'admin réseau qui définit les règles, sur un IPS, ses propres règles, qu'on appelle des signatures, sont gérées par son fournisseur. Ces signatures lui permettent de rechercher différents types d'attaques comme les attaques DOS, DDoS, les vers et les virus. Le principe de base est identique au fonctionnement d'un antivirus sur un PC utilisateur, sauf que l'IPS réagira plus rapidement aux nouvelles menaces dans le but de protéger les hôtes.